Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphile de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier nos Patreons qui nous soutiennent financièrement et nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. Un grand merci à Paul, Jean-Noël, Guillaume, Clara, Bernard et Irène. Bonne écoute! Notre invité fabrique des films sans restriction de genre, de durée ou de format. C'est du moins comment se décrit la société de production qu'il a cofondée en 2012 en lui donnant l'étrange nom de Stank. Quand j'emploie le verbe fabriquer, je dis bien que notre invité pense, réalise et produit ses films dans un même geste et ne sépare pas les tâches. Tout est donc mêlé chez notre invité et tout est aussi hanté. Nous entendons par là que ces films sont habités par des spectres, ils sont gorgés d'une matière vivante, souvent compliquée à définir, mais on ne peut que sentir la charge qui pèse sur ces images. Une charge qui est aussi présente dans son dernier film, Bruno Redal, actuellement au cinéma, qui pose entre autres la question à son personnage principal, qui es-tu ? Qui es-tu vraiment ? Cette question, nous allons aussi vous la poser, Vincent Leport, en dressant votre portrait de cinéphile. Et on vous remercie beaucoup d'être là avec nous pour en parler. Donc bienvenue. Merci. Alors comme cette coutume, on va poursuivre avec une petite citation. La contraction, c'est l'essence du personnage. Je l'aime autant que je le déteste. Je cherche la friction entre l'homme et la métaphore, et l'électricité qui s'en dégage, et c'est au spectateur de trouver la solution. Je ne sais pas si c'est possible de sauver les personnages, mais j'aime trouver une grâce chez eux qui est quelque chose de symbolique, qui induit une certaine espérance. Et c'est une citation de Paul Schrader. Ok, le sacré Polo. Est-ce que ça te parle, toi, justement, Paul Schrader ou... Je le connais assez peu. Je sais, il a fait quand même énormément de films. J'en ai vu 3 ou 4, je crois. Les 2 derniers, First Reformed et... C'est quoi le dernier ? Card Counter. Non, après, moi, je le connais surtout en tant que scénariste de Scorsese, quoi. Taxi Driver étant un de mes films préférés, forcément, Paul Schrader, je le mettrais haut rien que pour ça. First Reformed aussi, je trouve que c'est quand même un très grand film. Et j'ai revu récemment À tombeau ouvert qu'il a aussi scénarisé, qui est une sorte de remake de Taxi Driver. De toute façon, il tourne vachement en rond, hein. Et lui-même, il le dit, il le sait, il l'assume. Ah, c'est ça, c'est toujours les mêmes thèmes, c'est toujours les mêmes personnages torturés aussi. Ouais. Et avec ce rapport à la religion, à la culpabilité, je pense qu'il est beaucoup plus... parce que je vois le lien aussi entre ces personnages et peut-être les miens, mais je pense qu'il est quand même... Et ça vient sans doute de son éducation et tout, mais beaucoup plus catho dans la culpabilité, Ça te parle, ça aussi ? Moi, mes personnages, non. Alors, Bruno, il est à fond là-dedans, Bruno Redal, mais les autres films que j'ai faits, les personnages sont très différents, et c'est le premier film que je fais où il y a cette aussi grosse prégnance de la culpabilité chrétienne, on va dire, qui est quand même un des thèmes de Paul Schrader, quoi. Et en tant que spectateur, toi, dans la citation, il y a aussi un peu un truc où le réalisateur propose quelque chose au spectateur et le spectateur un peu crée un autre personnage. Est-ce que toi, ça te parle en tant que spectateur ? En tant que spectateur, j'aime les personnages assez affirmés quand même, des personnages... En fait, c'est varié. Je veux pas tomber dans des dogmes parce que en fait, ça dépend des films. Ça peut être des personnages très ordinaires, très banals. Ça peut être... Je sais pas pourquoi. Là, je pense à ça parce que Ordinaire et banal, L'emploi du temps de Cantet, pour moi, est un très très grand film. Et c'est un personnage d'une banalité confondante, même s'il s'inspire de l'affaire Roman et que quelque part plane au-dessus de ce film ce fait divers. Mais il y a une sorte de personnage et de façon de filmer les choses qui est très très banale, très quotidienne. Même si ce que vit... En fait, on vit tous des trucs dingues si on prend le temps de nous regarder chacun individuellement. Et c'est ça aussi la force du documentaire, par exemple, c'est quand tu prends le temps de regarder quelqu'un ou quelque chose, il devient tout de suite énorme. Donc, mais après, oui, en effet, j'aime bien, moi, en tout cas dans ce que je fais, que les personnages ne se révèlent pas entièrement. Et c'est, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans Bruno Redal, c'est qu'il se met à nu entièrement et qu'il y a quand même une grosse part de lui qui nous est
qui nous est pas interdite, mais qui nous inatteignable. Et je crois que c'est quelque chose d'assez commun dans notre fonctionnement de vie entre humains, quoi. Et au cinéma, j'aime ça. Je crois qu'on en reparlera plus tard, mais par exemple, dans The Master, le personnage de Freddy, comment il s'appelle? Quarel. Ouais, peut-être, je sais, peut-être. Je le trouve, j'arrive jamais à savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a au fond de lui, et j'aime ça en fait. Et tous les grands personnages de cinéma, moi que j'aime, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Soit un mystère de d'où ils viennent, et par exemple là je pense à autre chose. Bon, j'anticipe en plus, mais Wendy et Lucy de Kelly Reichardt, je trouve ce personnage ultra beau et je projette beaucoup de choses sur elle. Je sais pas d'où elle vient, c'est quoi sa vie avant, et Kelly Reichardt, elle garde beaucoup de choses pour elle. Enfin, pas pour elle, mais c'est juste qu'elle nous met face à ce mystère aussi, quoi. Quand on rencontre quelqu'un, même quand on connaît quelqu'un depuis longtemps, il y a quand même toujours une grande part qui reste un peu énigmatique. Bah c'est super, on va commencer par parler de personnages aussi en dressant ton portrait. On t'a demandé comme première petite question, si tu étais un adolescent ou une adolescente au cinéma, lequel serais-tu? Et alors là, t'as fait vraiment le grand écart entre Donnie Darko et Hervé des Beaux Gosses de Riyad Sattouf. Parce que, en effet, la première chose qui m'est venue en tête, c'est Donnie Darko de Richard Kelly, qui est un des films, je crois, que j'ai le plus vu dans ma vie. C'était à 17 ans, j'ai quitté la maison familiale pour poursuivre mes études. Et un week-end, je rentrais chez mes parents le week-end, j'avais enregistré en VHS Donnie Darko, qui passait sur Canal+ ce soir. Et en arrivant dans ma piole d'étudiant le dimanche soir, je l'ai regardé. Et ensuite, je crois qu'en un mois, je l'ai vu 13 fois, le film. Donc tous les 2 soirs, je le regardais. Et c'est devenu une vraie obsession. Parce que, au-delà de... Je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais c'est un film que j'aimais énormément, forcément. Et j'arrivais quand même... Je me reconnaissais un peu dans ce Donnie Darko, qui n'est pas un rebelle, qui est plutôt un ado un peu, pas marginal, mais un peu solitaire, un peu à part, un peu décalé. Et quelque part un peu anticonformiste, on va dire. Par rapport à là où il est. En fait. Voilà. Et je me reconnaissais aussi, parce que j'ai aussi grandi dans une famille très normale, avec des parents aimants, dans un milieu plutôt préservé de la violence du monde. Et je me reconnaissais aussi dans cette chose-là. Mais je crois que je me fantasmais plus comme Donnie Darko que je ne l'étais vraiment. Et c'est pour ça que je dis, en fait, je m'imaginais un peu être Donnie Darko. Si je prends du recul, j'étais plus comme Hervé dans Les Beaux Gosses, qui est aussi un film que j'ai vu beaucoup de fois. Et plus je le vois, plus je le porte en estime. Enfin, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. C'est pas juste une bonne comédie. Je trouve que c'est un très grand film. Et je trouve ce personnage de Hervé absolument fabuleux. Et ce qui me touche dans Les Beaux Gosses, alors là c'est vraiment plus personnel, c'est que moi j'ai grandi juste à côté de Rennes, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Grégoire. Et Les Beaux Gosses est le seul film de l'histoire du cinéma qui cite cette ville. À un moment, ils doivent aller à une soirée et c'est son copain, comment il s'appelle à Hervé, je sais plus. Mais on voit très bien. Mais on voit très bien. Qui lui dit ouais, on va à une soirée, c'est à Saint-Grégoire, c'est paumé et tout. Enfin, et quand j'entends Saint-Grégoire dans ce film, quand je vois ces films à Rennes avec des lignes de bus que je prenais adolescent, enfin, et en fait, je me reconnais un peu aussi dans. Oui, c'est un beau film sur qu'est-ce que c'est que l'ingratitude de l'adolescente, mais sans jugement et avec beaucoup de tendresse, ouais. Mais en fait, t'as vraiment fait le grand écart entre l'adolescence fantasmée avec le physique de Jake Gyllenhaal et l'adolescence telle qu'elle est vraiment en fait, sans phare, Ouais. avec Vincent Lacoste. Et tu nous as aussi cité Arrested Development avec Oui. Michael Cera. Qui est un personnage assez proche, peut-être plus proche du Hervé des Beaux Gosses que de Donnie Darko, mais avec ce petit truc de je viens de dire truc, je vous avais prévenu, mon tic. Et avec cette chose de l'ordre du bon élève, très poli, qui cherche pas à faire de bruit. Enfin, j'ai toujours été. Ma mère a dit ça. Bah, là, je me mets à nu, c'est bizarre cette psychanalyse, mais Vincent, il a toujours été sage. Il nous a jamais créé de problème. Et j'avais ce côté de peut-être George Michael Blues, qui est le nom génial déjà, de Aristide Development, qui est une série tout aussi géniale, d'être voilà un peu. Pas vouloir faire de vagues. Pas vouloir faire de vagues, ouais.
Alors, on va passer à la deuxième question du portrait. Et là, tu nous as répondu encore tout en nuance, en faisant le grand écart entre deux films, puisque la question c'était un journal intime ou une confession au cinéma. Et tu nous as dit quelque part entre Peau de cochon de Philippe Catherine et Un homme qui dort de Bernard Kesson, et qui est donc l'adaptation de Georges Perec. J'ai répondu ça parce que, bon, pareil, à chaque fois que j'ai cité des films, c'est des films que je porte très haut, donc je vais pas le répéter. Mais dans Peau de cochon, je pense notamment en fait au tout premier plan du film, l'ouverture, où il filme son trajet entre son école et chez lui, dans une petite ville moyenne, dans des pavillons assez ordinaires. Et ce que je trouve extrêmement beau, mais ça c'est Catherine, c'est comment, sans être mièvre ou cucu, il peut réenchanter un peu le monde et avoir ce regard plein d'amour et de promesses et d'être assez ouvert au monde. Et je trouve que drôle aussi. et puis extrêmement drôle, bien évidemment. Euh, mais moi, ce qui me touche vraiment, c'est avant sa loufoquerie et sa drôlerie. Bon, c'est quand même la seule personne, je crois, qui, au sein de cette institution que je déteste, qu'est les Césars, arrive à faire un discours beau et poétique, quoi. Quand il reçoit le César pour le Grand Bain, c'est très très beau ce qu'il dit. Et en tant que musicien aussi, je l'aime énormément, énormément. Sachant que ses Mais- deux derniers albums s'appellent, je crois, Le Film et Ouais. Confession. Et ah ouais, Il me semble que le dernier s'appelle comme ça. c'est ça. Alors j'aime moins le dernier. Le film, c'est mon préféré, je pense. C'est vraiment plus très beau. très beau. Et, euh, et donc, Peau de cochon, il y a quand même quelque chose en fait du journal intime de la confession. C'est pas une confession, Peau de cochon, mais un petit peu. C'est très intime. D'un des journaux intimes que moi j'aimerais pouvoir faire un jour. Enfin, avoir cette forme si simple, quoi. Il y a quoi, 10 plans séquences dans ce film, Filmé en DV en en plus. DV, et il filme ses amis, sa famille, des lieux où il vit, et je trouve ça vraiment très très beau. Mais pareil, là, c'est ce que quelque part, pas je me fantasme, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ou être, avoir cette vision comme Catherine. Et je crois que je suis peut-être un peu plus comme le personnage d'un homme qui dort, alors qui est pas un journal intime, vu que c'est une voix off à la deuxième personne, ce qui est assez rare, c'est un tu tout le temps, c'est un tutoiement. Et on ne sait pas si c'est un mélange de journal intime, de confession et de- d'autocondamnation aussi, de jugement sur soi-même. Et je pense, je l'ai revu il y a très très récemment ce film. Et il y a quelque chose, je pense, qui résonne vraiment beaucoup avec maintenant, où cette envie un peu de plus sortir, de plus faire grand-chose, d'avoir tellement peur de tout ce qui se passe partout ailleurs, au-delà du fait, le confinement qui nous a obligés à rester chez nous, mais dans cette idée d'enfermement même mental, quoi, et c'est un film politiquement très fort quand à la fin la voix off dit qu'est-ce qu'elle dit déjà? L'indifférence ne t'a pas rendu différent. C'est un vrai geste politique. C'est genre, bon, il y a un moment, il faut aussi s'engager, il faut essayer de sortir de sa petite bulle. Et je pense que, comme beaucoup de gens, il y a un moment dans ma vie où des fois, j'ai tendance à être un peu, peut-être renfermé sur moi ou un peu Sous cloche. sous cloche, ouais, peut-être. On va passer à la troisième question. On t'a demandé si tu étais une région, un paysage au cinéma, lequel serais-tu? Et là, tu nous as parlé du film d'Antoine Boutet qui s'appelle Le Plein Pays, qui se passe dans la nature, comme beaucoup de tes films. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi tu l'as choisi? Si tu étais un paysage. J'ai pensé à... Ou une région. Ou une région. Je sais même plus, je crois que ça C'est se dans passe le dans le Lot. Lot. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose de l'ordre de cinéma, c'est de la mini-DV, encore une fois. Et pour moi, la mini-DV, c'est un peu ma jeunesse. Et c'est un peu un paysage cinématographique de mes premiers films, même quand j'avais 13-14 ans et que je filmais le week-end avec mes amis. Pour moi, la mini-DV, c'est quelque chose de très, très intime. Et ce film est en mini-DV, avec un très beau traitement de la mini-DV. Et rien que là, je me retrouve dans ce paysage-là, mais qui est plus esthétique. Et ensuite, je me reconnais dans... Voilà, c'est la nature, mais pas non plus exubérante et folle. C'est assez banal, hein, c'est une petite forêt plate. Oui, elle a rien de grandiose. Elle a rien de grand... Elle est même pas glauque, mais des fois un peu sinistre, je sais pas, ou très très... on n'a pas forcément envie de s'y balader. Elle est un petit peu enfermante aussi avec son Ouais. personnage.
Elle est un peu enfermante et il y a surtout, elle est banale, et puis en dessous, il y a un territoire complètement fou. Enfin, quand au milieu du film, on découvre que sous cette forêt assez normale, il y a des cavernes qu'il a creusées depuis des années et que c'est son territoire mental à lui, quelque part. Là, je m'y retrouve, c'est quelque chose que j'aime bien, moi, dans les films, dans ce que je fais, qu'il y ait quelque chose d'un peu invisible, de souterrain qui ressurgisse. Et dans ce film, je trouve qu'il y a ça qui est très très fort. Et au-delà de ça, c'est que c'est un film extrêmement beckettien. Il y a, il y a La Dernière Piste, il y a Molloy, il y a En attendant Godot si on veut, il y a Le Dépeupleur, il y a Cap au pire. Enfin, il y a un peu beaucoup de livres de Beckett, je trouve, qui se retrouvent dans ce personnage. Et je trouve qu'Antoine Boutet lui a rendu grâce énormément. Et c'était pas Et facile, parce que c'est pas un personnage facile qui filme. j'imagine qu'il a dû passer beaucoup de temps avec lui avant de pouvoir même sortir la caméra, et puis qu'il ne devait pas filmer tout le temps. Enfin, mais c'est un personnage extrêmement beau, extrêmement, quand on y pense, très sombre, enfin, et très nihiliste, quoi. C'est comme quelqu'un qui souhaite l'extinction de l'humanité, Oui, qui veut pas qu'on se reproduise. qui veut pas qu'on se reproduise. Donc à terme, a priori, ça va vers une fin de l'humanité. Mais le film est très très beau parce qu'il y a quand même aussi cette déclaration d'amour à la fin où il fait une chanson pour son amour perdu de jeunesse. Et enfin, le personnage est extrêmement complexe aussi. On peut pas le condamner pour son nihilisme. On voit qu'il est un peu fou. Qu'est-ce que c'est que la folie? Et, euh, et c'est à la fois un artiste, mais il en est pas conscient vraiment. C'est de l'art brut. Mais est-ce que l'art brut ça existe? C'est quoi? Enfin, je sais pas. Moi, le film me fait penser à énormément de choses. Et voilà, il y a ce paysage beckettien un peu créé, je trouve, qui est assez unique, quoi. Faire un film beckettien, c'est assez. Il suffit pas de faire un film absurde pour être beckettien. Et là, il y a quand même quelque chose autour de la mémoire, de la fin, de la répétition qui est très fort. Ouais. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est le genre de film où dès le premier, je vois une image sur Allociné, un résumé, je me dis celui-là, je le sens, quoi. Alors que c'est un petit film de 59 minutes qui sort dans 2 salles, mais ça arrive souvent, ça a des sortes de petits coups de cœur une sorte d'a priori très positif sur les films, quoi. Et ça t'arrive souvent d'avoir des a priori positifs comme ça? De moins en moins, parce que maintenant j'essaie de plus regarder de bande-annonce, voire même les résumés de plus trop les regarder. Alors du coup, comment j'entends parler des films? C'est une bonne question, je sais pas. Forcément, il y a des choses qui traînent quand même entre Internet, les bandes annonces, les résumés des films. Mais j'essaye quand même de moins d'être le plus vierge possible quand je vais voir un film. Dans cette partie consacrée aux conditions et circonstances de visionnage, Vincent, qui jongle fréquemment dans son travail avec différents formats et supports, évoque son rapport à la pellicule et plus particulièrement son souvenir d'une projection de Brown Bunny de Vincent Gallo. Moi, je suis né en 86, donc tous les films que j'ai vus jusqu'en presque 2005, on va dire, étaient en 35 mm globalement. Et en fait, enfin moi, en tout cas, je me posais pas la question de la pellicule. J'allais voir un film. J'allais pas voir un film en pellicule. et mais je me rappelle très bien Brown Bunny. Je crois que je l'ai vu en 2003, quelque chose comme ça. Et, euh, et là, c'est la première fois où je sentais quelque chose de l'ordre de elle est différente cette image. Et bon, alors je sais, c'est lié sans doute à plein de choses, mais peut-être au Super 16. Et Et d'un coup, vraiment, je remarquais plus juste l'histoire, les comédiens ou la mise en scène en termes de découpage, de choix musicaux et tout, mais vraiment le grain de l'image, la picturalité, ouais, enfin, même la lumière, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose de là. L'écran devenait un réceptacle d'une lumière particulière. Et en plus, dans ce film, il y a beaucoup de plans où la caméra est pas à la place du pare-brise, ils sont derrière le pare-brise et où l'écran devient le pare-brise. Et le pare-brise, bien sûr, il est intelligent et il est très doué, même si c'est peut-être une ordure, je sais pas, mais le pare-brise, il le laisse sale. Du coup, l'écran devient ce pare-brise sali avec le point qui est fait des fois sur le pare-brise, des fois sur le paysage. Et il y a beaucoup, enfin, je sais pas, le film fait 1h30, il doit y avoir 15-20 minutes, presque que de plans comme ça. Et là, je trouvais qu'il y avait un truc sur l'écran qui est une fenêtre sur le monde, et cette fenêtre, c'est une voiture qui avance, c'est le regard du personnage, et c'est en Super 16. Enfin, je sais pas, il y avait un truc où là, cette séance avait été complètement hypnotique pour moi. Et Tu t'es presque plus immergé dans l'image que dans l'histoire.
Ouais, bah, alors l'histoire en plus est très très ténue, hein. C'est pareil, une histoire de deuil, et puis bon, c'est un mec qui zone, qui fait de la moto, qui rencontre des femmes, et puis à la fin il se rend compte que sa femme elle est morte et qu'elle pourra plus jamais le sucer. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça là. Je réduis le film, mais mais ouais, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et c'est à cette époque-là, quand j'ai 17 ans, je crois que je découvre un peu des films, mes premiers films où la narration est vraiment réduite à l'os, quoi. Et celui-ci en fait partie. Et peut-être que justement, c'est pour ça que le rapport à la pellicule, notamment, était plus sensible au cours de cette projection. Et du coup, votre question m'a fait penser qu'en effet, ouais, très longtemps pour moi, la pellicule c'était normal. Et mon premier film, pour à peine, où je me rappelle avoir vu, genre, waouh, là on est passé à autre chose, c'est Zodiac de Fincher, où je crois c'était vraiment juste de voir que les bords étaient pas arrondis, mais nets. Il y a un truc bizarre. Là, c'était le passage en numérique pour le coup. Passage en numérique, ouais, du coup, c'est Zodiac 2006-2007, je sais plus, mais. Et les premières minutes, il y avait un truc genre, waouh, c'est pas normal ce qu'on est en train de voir. Enfin, il y avait l'impression de voir une vidéoprojection de salon en grand, mais en même temps. Enfin voilà, là, j'ai senti. Je pense que c'est la deuxième séance dans ma vie où le support m'a fait un effet aussi puissant. Donc bon, c'est plus la pellicule, mais. Alors là, on va fantasmer un autre support, vu que tu as fait un film qui s'appelle Le Gouffre. Pour la blague, on s'est demandé Ah. si jamais tu devais projeter un film dans une grotte ou dans un gouffre, lequel serait-il? Et tu nous as répondu par le très beau Rond et le Monde d'Olivier Dekegel. Ouais. Ah bah, je savais pas comment on disait Dekegel, Dekegel, D-E-K-E-G-E-L. Voilà, aucune idée, on s'excuse par avance. Non, mais je me suis dit, alors bon, bon, je sais pas, là pour à peine, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut voir dans une grotte? Bon, si on est dans une grotte à regarder un film, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, a priori. Donc je me suis dit, essayons de voir un film qui rende un peu hommage aux vivants, à l'extérieur. Et j'ai pensé à ce film. Alors j'en avais d'autres en tête, mais je me suis dit, bon, autant parler d'un film très peu connu et qui se trouve sur Internet en plus, sur le site Dérive, dérive.tv, je crois. Et alors, je l'ai pas vu depuis un moment aussi, mais juste, je me rappelle avoir été ébloui tout le film, quoi. C'est un peu 40 minutes juste de joie visuelle, sonore, il reprend, je crois, le chemin de Stevenson dans les Cévennes. Donc, comme Stevenson, il part avec un âne et pendant, je pense, 2-3 semaines, il a filmé avec en Super 8. Il filme son âne, il filme la nature, il filme les gens qu'il rencontre. Bon, c'est un peu ce que j'ai refait ensuite, moi, dans la marche de Paris à Brest. Mais moi, avec une forme beaucoup plus, pas abstraite, mais plus... Bah, le rendu est beaucoup plus court. C'est déjà, ouais, moi, c'est plus rythmique condensé, aussi, plus rythmique. dans le montage. Et lui, il est plus ouvert, en fait, sur le monde. Hein. Enfin, Rond et le Monde. Et il y a du temps. il y a beaucoup de temps, ouais. Il y a un traitement sonore très, très beau. Je me rappelle vraiment juste, c'est le genre de film où on entend c'est quoi un ruisseau, c'est quoi un bruissement, c'est quoi marcher sur des cailloux. Enfin, il y a un rapport sensoriel au son très, très fort. Donc voilà, je me suis dit dans une grotte, voir ça, ça peut faire du bien. Ça peut donner envie d'en sortir, comme tu disais. Ouais. Dans cette partie consacrée à la mémoire, Vincent se remémore l'un des films charnières de son adolescence, le Jerry de Gus Van Sant. Alors, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis tombé amoureux de la bande-annonce. Et c'était les débuts d'Internet. Non, on est en 2002-2003. Mais bon, Internet est quand même un peu au balbutiement. Mais c'était la première fois où il y avait la première fois, c'était un peu le début où les bandes annonces étaient sur Internet aussi. Et de Gus Van Sant, je connaissais pas grand-chose, hein, vraiment, à cette époque. Je connaissais peut-être Will Hunting, quoi, enfin, les films plus classiques. Et je vois la bande annonce. J'ai 16 ans ou 17 ans et je connais pas Arvo Part. Celui qui fait la musique. Qui fait la musique. Et la bande-annonce dure 2 minutes. Il y a la musique d'Arvo Part qui me fend le cœur. Il y a ces plans où je suis là, genre, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ces accélérés sur le ciel. Enfin, des choses que j'avais jamais vues. Et des citations un peu, genre,
il faudrait que je retrouve, mais c'est Bellatar, meets Beckett, meets je sais plus quoi. Des name dropping un peu. Des name dropping où j'étais alors, ah ouais, ça me parle, parce que j'avais vu un Bellatar et je m'étais dit, waouh, ce film, il est pour moi. Et ensuite, je me rappelle, j'y repensais, je l'ai revu pareil 15 fois cette bande-annonce, parce que le film sortait pas là où j'habitais. Et, et en fait, quand il est sorti genre une semaine, 4 séances. Et moi, je pouvais en voir qu'une seule à 22h le samedi soir. Et j'y suis allé. Si je suis honnête, je suis sûr que je me suis un peu forcé à aimer le film plus que je ne l'ai aimé sur le moment. Parce que la bande-annonce m'avait tellement bouleversé en 2 minutes. Et que le film est tellement, à un moment, joue sur une lenteur, une durée qui épuise. Et qui assèche même un peu l'émotion. Alors que la bande-annonce est un concentré de l'émotion du film. Et bon, après, depuis, je l'ai beaucoup revu et c'est quand même un très grand film. Mais ça a été vraiment un grand choc et ça fait partie de ce mouvement cette année-là où je découvre, The Brown Bunny, des films comme ça où je me rends compte qu'on peut faire des films avec une narration très très ténue. Et c'est aussi peut-être l'année suivante, je sais pas, où il y avait un autre film que j'aime moins. Mais qui avait été un moment important à cette époque, c'était Tarnation de Jonathan Cawet. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est un film journal intime, filmé en DV, il me semble, en plus. Donc. Et pareil, moi, à cette époque-là, le fait qu'on puisse juste faire un film où on filme sa vie et où on n'a pas besoin d'acteurs, de scénario et tout, c'était assez nouveau. Alors là, je bifurque, mais voilà, il y avait cette année-là, pour moi, était assez charnière sur mes goûts cinématographiques. Et Jerry, voilà, était un peu l'étalon. Mais d'ailleurs... j'ai un peu fétichisé même le film jusqu'au t-shirt de Casey Affleck dedans Avec une étoile. Avec une étoile. Et ben, je me le suis fait faire, quoi. C'est très bizarre. Ah bon, ce qui est bien, c'est que du coup, dans la rue, personne ne savait que c'était un hommage à Jerry, vu que personne ne l'avait vu presque. Mais le jour de sa sortie en DVD, je suis allé à 9h du mat à la Fnac pour l'acheter, quoi. Et il ne l'avait pas reçu, il le recevait que l'après-midi. C'était très bizarre ce rapport à ce film qui m'avait... Mais c'est marrant parce que dans ce film, on retrouve plein de thématiques qui semblent être chères, comme un peu ce soleil un peu implacable. Il y a un côté donc, très aride que tu racontais. Et puis ce rapport à l'adolescence et à la mort. On le retrouvait aussi beaucoup dans Donnie Darko, peut-être dans une moindre mesure dans Les Beaux Gosses, mais surtout dans Donnie Darko, ce rapport à la mort en tant qu'adolescent comme chose que tu peux pas saisir et qui te met dans des angoisses existentielles folles. Ouais, après, Jerry, est-ce qu'on peut dire que c'est des ados, ils sont plus âgés? Mais en même temps, oui, il y a de ça. Ouais, sans doute. C'est vrai que à y penser, beaucoup de films... que j'aime beaucoup sont pas tous, mais tournent autour de l'enfance, l'adolescence confrontée soit au monde et à sa violence, soit forcément du coup à la mort. Et là, ça va en fait, oui, en effet, de Jerry même à Requiem pour un massacre, qui est un peu ça aussi. La complainte du sentier de Satyajit Ray, c'est un petit qui découvre la mort autour de lui. Enfin, c'est déchirant ce film, c'est hallucinant. Et donc, et vu que la cinéphilie, on se la construit souvent à l'adolescence, entre 15 et 20 ans, on va dire, les films qui nous marquent, je pense, forcément, je pense qu'on s'attache, on est touché par des personnages de notre âge ou qui ont des thématiques communes, de un peu la découverte du monde et du coup de la mort aussi, parce que je sais pas à quel âge on se rend compte qu'on est mortel, mais longtemps on n'envisage pas ça, et puis peut-être qu'à partir du lycée, peut-être que parce que peut-être nos grands-parents, certains commencent à mourir, d'autres c'est même leurs parents, ou même des camarades de classe, parce que et je sais pas, moi je vais pas le dire, mais des souvenirs de décès à cette époque-là, peut-être qui m'ont marqué, quoi. Et de voir des films où des ados sont confrontés à ça, ouais, ça doit résonner. Et on t'a demandé ensuite, pour changer de l'image, si tu avais une musique, une bande originale qui t'obsédait, qui te hantait, que tu avais souvent en tête. Et là, tu nous as parlé du merveilleux morceau de Popcorn dans Ma première brasse de Luc Moulet, qui est une séquence d'anthologie du cinéma, je pense. Bah ouais. En fait, je voulais parler de Luc Moulet à tout prix, qui est
J'ai eu la chance de pouvoir faire un court-métrage où il jouait le rôle principal. Il avait accepté de jouer ça. Et c'est vraiment un cinéaste assez inégal. Enfin, moi, mon rapport à ces films, il y en a que j'aime énormément, d'autres beaucoup moins. Mais je trouve qu'il a fait quelques grands chefs-d'œuvre, dont Ma première brasse. Et qui est le récit de son apprentissage à à nager. nager et à pourrir son équipe de cinéma enfin, c'est un film d'une drôlerie hallucinante et ça culmine avec ce moment où, out of nowhere, enfin, tu sais pas pourquoi, il parle à sa femme hors caméra qui lui dit mais tu sais pas danser, il est sur une plage en slip de bain. Et puis il dit mais je sais très bien danser, et puis là il y a Popcorn qui démarre, il commence à faire la plus belle danse de l'histoire du cinéma, quoi. C'est ça la danse, quoi. C'est quand on s'en fout de à quoi ça ressemble. Et il danse sur Popcorn, quoi, ce tube. Tu. Et qui est en fait. Alors, du coup, j'ai pas cette musique en tête tout le temps, mais on entend souvent cette musique. Encore hier, je suis allé voir Plume, là, le film égyptien. Et bah, il y a une séquence dans Plume où les gens, il y a un anniversaire et ils écoutent Popcorn. Et c'est quand même un morceau qui revient souvent. Donc, dès que je l'entends, même pas au supermarché, il n'y a pas ça, mais. Et bah, je pense à Luc Moulet sur sa plage en slip, en train de danser pendant 4 minutes aussi. C'est ça, c'est que c'est un plan fixe, séquence interminable. On se dit, mais arrête, Luc. Bah, il joue sur une forme de gêne, en fait. De gêne, mais c'est ça qui est génial et on en reparlera Ouais, avec d'autres, Ricky Gervais et tout. Mais j'aime beaucoup aussi l'humour quand il devient gênant et grinçant. Et j'aime aussi, du coup, ça rejoint la première question sur les personnages qui sont un peu ambivalent ou multiple, et j'aime bien quand le rire à un moment devient gênant, quand l'émotion devient un peu des fois trop émotive, et j'aime bien par exemple, alors là ça me fait penser à le rire qui mène à la gêne. Je voulais parler de ce film, c'est Liberté Oléron de Podalides, qui est pareil, un film que je trouve monumental vraiment, sur le traitement de l'humour, qui est quelque chose d'assez rare, quoi, de faire d'un père tyrannique odieux qui va jusqu'à presque tuer sa femme en mer. Enfin, un film assez drôle, ultra grinçant, noir et tout, mais en même temps plein d'amour pour ses personnages. C'est un film assez dingue. Enfin, moi je trouve que c'est un film dont on parle assez peu. J'ai découvert par hasard et ça m'a fait le même choc aussi. Bah, c'est un grand film, hein. Vraiment, avec plein de trouvailles de mise en scène, même. Et alors, donc là, pareil, je m'écarte de Moulet et de la musique, mais C'est pas grave. ça fait partie un peu de ce spectre de comique où on rit pas à gorge déployée. C'est pas forcément des films qui font du bien, cette expression à la noix là, mais parce que ouais, c'est pour à peine si Luc Moulet fait énormément de bien. De toute façon, un bon film fait du bien, même Requiem pour un massacre fait du bien. C'est les mauvais films qui font du mal, pas les. Et Luc Moulet, voilà, moi je trouve qu'il a fait donc Ma première brasse, qui est peut-être mon film préféré de lui, mais Jeunesse d'un repas, Anatomie d'un rapport, ce sont des très grands films, même politiquement. Et j'adore certains de ses courts-métrages un peu géographiques. La cabale des oursins sur les terris du Nord, c'est un grand film. Le ventre de l'Amérique, Un fille, capitale de la France, tout ça, c'est très très haut, quoi. Pour sa carte blanche, Vincent convoque l'un des segments de Certaines femmes de la cinéaste Kelly Reichardt et nous raconte pourquoi la grandeur de ce film tient à de toutes petites choses. Je voulais parler de Kelly Reichardt, qui est quand même, pour moi actuellement, avec peut-être Paul Thomas Anderson, les deux grands cinéastes, enfin ceux qui me touchent le plus. Et Kelly Reichardt notamment parce que, je sais pas, quand je vois ses films, j'hésitais avec votre dernière question, parce que je comprends chaque choix. Enfin, il y a quelque chose où je suis, sans être dans des pantoufles, mais je trouve qu'elle a une grâce de mise en scène où elle arrive à une sorte de grande simplicité, rien ne m'as-tu vu, et je comprends chaque choix de focale, de pourquoi elle a coupé là. Il y a quelque chose de très agréable, parce que je me dis, il y a une connexion entre nous là. Et certaines femmes, je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette séquence, je sais pas. C'est une séquence, en fait, où Michelle Williams et son mari, interprété par James Legros, arrivent en pick-up dans une vieille, pas une ferme, mais
ils vont rendre visite à un vieil homme de, je sais pas, 80 ans qui vit dans une maison un peu mobil-home, pas mobil-home, mais une maison assez simple. Et ils y arrivent, eux, c'est un peu des néo-ruraux, on va dire. Et ils veulent construire, eux, leur maison dans cette région avec un peu les pierres du coin, le torchis du coin, enfin, je sais pas, tous les éléments du coin pour faire authentique. Et donc, ils vont voir ce vieil homme parce que dans son jardin, il y a plein de pierres du grès, je crois, qui traînent et qui datent de l'époque des pionniers, du 19e. Et c'est les ruines, je crois, d'une ancienne école ou église, je sais plus. École. Et du coup, ils y vont pour essayer de négocier ce tas de pierres, quoi. Est-ce qu'ils peuvent pas récupérer cette pierre pour leur faire un muret ou je ne sais quoi. Donc ils arrivent tous les deux, c'est l'automne, voire l'hiver, enfin, on sent qu'il fait froid. Et vraiment par petites touches, Kelly Reichardt, elle est très forte. Genre, juste comment Michelle Williams est habillée avec ses petites jambes comme des brindilles. Et c'est con, mais ça dit quelque chose d'elle et de son rapport. On sent que c'est une tenace, une sauterelle qui lâche rien et on sent qu'il y a d'énormes tensions avec son mari tout du long. C'est toujours souterrain aussi, quoi. Il y a rien qui explose. C'est ça que j'aime bien chez Kelly Reichardt aussi, c'est que c'est souvent des films très violents en soi, mais elle arrive à garder ça sous la surface. Et ça nous met en tension un peu permanente. Et donc, bref, Michelle Williams et son mari arrivent chez ce vieil homme. Pareil, là, en 2 secondes, on voit par des détails de cadre, de décor, qu'il y a un poêle qui est allumé, qu'il y a un puzzle, un long puzzle comme tous les vieux qui sont seuls font. Et sans insister dessus, sans faire le panneau pour qu'on voit bien, c'est là dans le décor, mais un peu bord cadre, mais on le voit, quoi. Alors, je sais pas c'est quoi son génie pour qu'on voit ça, c'est peut-être le traitement du son, mais donc on voit ça, donc on comprend en très peu de choses, beaucoup de choses de ce personnage, le vieil homme qui vit tout seul, là, isolé. Et donc il s'installe et on comprend très vite que ce vieil homme a une sorte peut-être de début d'Alzheimer ou qu'il est un peu en démence et que eux essayent d'être poli, mais comme on est face à un vieux à qui on demande quelque chose et que lui il baratine et puis il veut raconter sa jeunesse et c'est très très fort juste sur une situation où elle veut ses pierres, son mari il veut faire plutôt plaisir à sa femme, le vieux il veut passer du temps avec des gens et personne ne veut la même chose et c'est comment on va essayer de non parler entre nous, quoi. Il y a un truc comme ça de pas dire vraiment ce qu'on pense, d'utiliser des subterfuges. Bah, c'est une scène qui cultive un petit peu la gêne aussi, comme tu le Et disais c'est une avant. scène gênante parce qu'ils sont face à un vieux qui sont pas vus et qui se rendent compte qu'il va pas très bien. Il est incohérent. Entre eux, il y a de la gêne. Et ça, c'est filmé d'une façon... là, j'ai revu quand même la scène avant de revenir. Mais c'est très simple. Dans mon souvenir, c'était plus radical. Et en fait, c'est vraiment... Il y a un plan sur chaque et des coupes. Les plans c'est assez rythmé. C'est pas du Michael Bay, mais ça... Elle découpe beaucoup. Je croyais que c'était plus sec, plus en plan... Pas plan séquence, du coup, mais... Et en fait, elle fait une mise en scène très simple. Il faut qu'on voit les choses, qu'on voit les réactions des gens, qu'on capte les regards. Il y a beaucoup de choses qui jouent juste sur des échanges de regards ou des non-échanges de regards. À un moment, le vieil homme s'en va dans sa cuisine pour aller chercher, je ne sais plus, même plus quoi. Et là, Michelle Williams se lève à la fenêtre. Et là, c'est la force de Kelly Reichardt. C'est en un plan, elle nous dit, voilà, regardez, si vous voulez que je vous fasse des plans dingues, je vous les fais. Comme ça, c'est facile. Et là, elle fait un plan pareil, un peu à la Brun Bunny. Derrière la vitre de la maison, elle filme le paysage d'automne et là on est dans la peinture la plus belle du monde. Enfin, c'est extrêmement beau et en même temps extrêmement gris et un peu lugubre. Donc c'est pas juste de la belle image, quoi. Elle est chargée de quelque chose et elle est filmée derrière cette vitre qui ajoute une teinte. Et je crois que c'est en Super 16 ce film aussi. Oui, c'est en Super 16. Et bah voilà, Mais... c'est un beau format. Tout à fait. Mais alors, la scène, enfin, juste après ce moment gênant, elle termine par quelque chose qui est a priori anodin, mais qui est très beau aussi. Est-ce que tu te souviens ? Bah, en fait, c'est pour ça, c'est que toute cette scène qui dure 3-4 minutes, un peu gênante, de dialogue un peu foireux entre des gens qui s'entendent pas très bien,
aboutit sur le fait que le vieux dit oui, bah, mon tas de pierres, je vais y réfléchir, mais je pense que vous pourrez le prendre. Donc, bon, mission accomplie, mais sans explosion de joie. Donc, ils sortent sur le perron de la maison. Et là, il y a un moment, c'est ce genre de moment dans le cinéma où c'est pour ça qu'on va au cinéma, juste où en une seconde, il y a la chair de poule, les larmes aux yeux et tout. Et du coup, le vieux et Michelle Williams, le vieux voit une caille dans son champ et il dit ah, il y a une caille. Et souvent, elles font ce bruit. Alors, je pourrais pas l'imiter, mais. Et il dit ah, on dirait how are you, how are you. Alors, déjà, ça, c'est très beau. Et là, Michelle Williams, qui était assez dure, on se dit ah, c'est une. Pas une peau de vache, mais Une elle est très businesswoman qui sait ce qu'il veut. businesswoman, intéressée, qui s'intéresse pas aux autres, qui est pas très dans l'empathie ou la reconnaissance de l'altérité, quoi. Et ben là, elle le regarde, elle l'écoute, et elle dit ah oui, et la réponse est I'm just fine, I'm just fine. Et la voix de Michelle Williams, son regard, le regard du mec à ce moment-là, c'est vraiment, mais alors là, elle te retourne une scène assez banale en 2 secondes. Et c'est son génie, quoi. Elle arrive tout le temps à faire ça dans tous ses films. Et voilà. Et du coup, après, la scène continue, mais vraiment, une fois qu'il y a eu ça, bon, bah, on y refait, quoi. Et c'est fort quand il y a des petites choses sonores comme ça qui. Enfin, là, c'est vraiment un sifflement qui revient, du coup, à la toute fin du film. Ça, c'est idée géniale où on finit sur Michelle Williams. Non, on finit avec la ranchwoman, comme on dit. Enfin, Oui. Oui, dans le segment avec Kristen Stewart. Mm. Ouais. Mais à la fin, on revoit quand même une scène de chacune des 3 femmes. Il y a l'avocate qui revient voir son client, et elle qui finit un footing, je crois, et puis qui entend un oiseau qui refait I'm just fine, I'm just fine. Dans l'un de ses derniers courts-métrages intitulé La marche de Paris à Brest, Vincent rendait hommage à un film de 1927, La marche de Munich à Berlin, de l'allemand Oskar Fischinger. Dans cette partie consacrée à la transmission, nous avons demandé à notre invité s'il existait un autre film qu'il souhaiterait partager dans son travail. En fait, je citais ce film en me disant, mais alors là, c'est vraiment beaucoup plus personnel, en me disant, j'aimerais bien un jour faire peut-être un film assez joyeux, positif, c'est con à dire, mais vraiment, et un peu loufoque, et un peu collectif, et souvent quand même, je fais des films sur des histoires assez dures, des histoires vraies, violentes, ou des personnes un peu seules, et bon, parce qu'il y a quelque chose de moi là-dedans qui me touche, mais des fois, je me dis, quand je vois. Alors, quand même, hier, j'ai pris un gros kiff pendant 1h30 à revoir ce film. Il y a quand même toute une phase, j'avais oublié cette phase, où on est presque entre Chaplin, les Monty Python et teinté de Pasolini, mais 20 ans en avance. C'est quand Genièvre, ce personnage C'est fabuleux, incroyable. il va dans le camp militaire et là, pendant 10 minutes, mais on fait de la corde à sauter avec son corps. Enfin, c'est hallucinant. Il y a un grand méchant, on dirait, entre du Orson Welles et ouais, les Monty Python qui lui parlent. Et c'est extrêmement drôle, mais moi, j'étais mort de rire. C'est ultra beau. Tout le film est d'une beauté plastique. Enfin, il était fort, le Rossellini aussi. Hein. Et c'est complètement loufoque. Et c'est très beau sur comment ce petit simplet arrête une guerre. Enfin, alors mais il y a quelque chose de très très beau. Et ce qui est beau, c'est comment le film aussi déjoue un peu. Il y a toujours un peu de ça, mais un texte catholique qui serait un peu pénible. Bon, ça reste un groupe de mecs qui parlent du péché et tout ça, mais c'est quand même un film beaucoup plus panthéiste. Et surtout qui met au centre le collectif et puis un peu l'idiotie, mais au sens Dostoïevski, un petit peu. dostoïevskien et de personnages assez purs, innocents. C'est beau, hein, c'est dur à faire sans que ce soit trop facile, trop
trop artificielle, mais il y a ça dans le film de Rohrwacher. Putain, j'arrive pas à dire. Alice Rohrwacher, dans Lazzaro Felice, heureux comme Comme Lazaro. Ouais. Ken Lazaro. C'est beau, j'aime bien ce genre de personnage un peu d'innocence, un peu candide, un peu en décalage, de pure bonté, quoi. C'est assez rare. Et je pense à un autre film de Kurosawa, d'Herzu Uzala, où il y a un peu de ça aussi. Et du coup, ça rejoint aussi First Cow de Kelly Reichardt, in fine. Je trouve que des fois, c'est des films qui font du bien parce que ce sont des bons films. Il y a un moment, c'est pas parce que juste les personnages qu'on filme sont bons. Mais, d'un autre côté, j'aimerais bien, moi, peut-être, un moment, m'atteler à essayer de faire un film, déjà moins centré sur une personne, mais plus sur un collectif, et que ce collectif, je le filme pas parce qu'il part en guerre ou qu'il fait une action atroce, mais parce qu'il essaye de recréer ou de créer une vie peut-être plus joyeuse, plus simple, quoi. Et donc, je pensais à ce film de Rossellini. Ouais. Donc ce qui te touche, c'est les conditions de production aussi, parce qu'il l'a fait d'une façon assez légère, je crois. Alors ça, je sais pas du tout comment il l'a fait. Et alors, il a tourné notamment avec de vrais moines franciscains aussi. Ouais. Ça, je sais. Parce qu'au générique de début, il y a une voix off et à un moment, il y a un texte. Alors, ils savent plus qui sous-titrer. Je n'arrivais plus trop à voir qui. Et j'ai vu que c'était joué par, en effet, les frères. Oui, c'est ça. Ok, ça, je savais pas. Et sur les moyens, quand même, le film. Non, mais il y a des nuits américaines, il y a quand même des éléments de ultra stylisation. belles en plus. Il y a des travelling de partout. Quand il y a des scènes de foule, il y a du monde. Enfin, c'est quand même. Oui, non, c'est vrai. C'est un gros truc, hein. Mais je parlais de la légèreté du ton, en tout cas, aussi. Ouais, à part ça, ouais. Et ça vient en grande partie, quand même, du vieux, là, qui... la fin, mais alors ça, la fin du film, où ils font tous la girouette pour se faire tourner la tête et tomber au sol et se dire vers où ils vont aller. Et qu'il y a ce petit vieux qui est tellement plein de rhumatisme qu'il peut pas tourner sur lui-même, donc il le fait, mais genre à 2 km/h. Et donc, ouais, non, je savais pas du tout que c'était un film tourné d'une façon un peu légère et tout. Bah, je crois un petit peu plus que certains de ses autres films. Ok. Et puis aussi, il a été scénarisé à plusieurs. Il y avait Fellini avec lui. Enfin, ils étaient toute une bande, en fait, à le faire ensemble. Et donc, ce film sur un collectif a aussi été fait collectivement, je crois. Ok, je savais pas du tout. Cinéphile éclectique et insatiable, Vincent a choisi 3 refuges de durée, d'époque et de formats différents. La version anglaise de la série The Office, le déroutant The Master de Paul Thomas Anderson et avant tout, un court-métrage du cinéaste expérimental Stan Brakhage. En fait, pareil, là c'est un peu, je voulais citer un Brakhage qui a été une grosse claque dans ma vie. Je le découvre à 20-21 ans en arrivant à la Fémis. En arrivant, moi, à la Fémis, je connaissais pas du tout le cinéma dit expérimental. Et là, je découvre Mécas, Brakhage, Tcherkassky et d'autres. Et Brakhage a été, je pense, peut-être avec Walden de Mécas, qui a été un film très important, mais Brakhage, ça a été une grosse claque. Et sur les 300 films qu'il a fait, j'en ai vu 40 à peine. Enfin. Oui, moi-même peut-être moins, mais celui-là, il est très... Mais peut-être plus accessible, je sais pas. Ouais, beaucoup plus accessible. Plus accessible, peut-être. Le film a une bande-son, ce qui est très rare chez lui, et une bande-son extrêmement belle. C'est un vinyle je sais pas c'est quoi la musique de base, mais qui est trituré. Donc c'est pas non plus juste un clip. C'est du collage vraiment. Ouais, du cut-up. Ouais, on sent que sur le vinyle, avec des boucles, mais avec un chant très très beau. Et c'est des plans plus... Il filme sur pied, ce film, je crois, ce qui est très rare, Brakhage. C'est un film de fin de vie, de toute façon. Il est à la fin de sa vie, il filme ses petits-enfants, sa maison, le cours des journées, la poussière qui vole. Enfin, c'est vraiment des petites choses. Et il y a cette sensation de... C'est assez beau, d'une sorte d'apaisement de fin de vie où, on va laisser la place à d'autres gens, le monde va continuer à tourner. Et il trouve une forme beaucoup plus sereine, pas sereine, mais plus classique peut-être que ce qu'il faisait d'habitude. Alors il y a toujours un peu de grattage sur pellicule, des accélérés, des choses comme ça, mais c'est plus sobre, ce qui veut pas dire que c'est film plus
plus... C'est pas le plus serein non plus, quoi. Il y a quelque chose de triste dans le Il y a film. quelque chose de triste, mais Enfin, moi, je peux le revoir parce qu'il y a cette tristesse apaisée, quoi. C'est pas... Oui, consolatrice. Ouais, il y a quelque chose, voilà, d'assez consolateur, t'as raison. Et c'est un film que je peux revoir régulièrement parce que juste j'ai un plaisir esthétique et puis cette chose dont je parlais, de la petite chair de poule, là. Ça, c'est important, je trouve. Et alors, on va aller dans la gradation en termes de forme. On va passer d'un court-métrage expérimental à une série qui est un peu la matrice de plein de choses en termes d'humour, la version anglaise de The Office. Ouais, parce que l'américaine, j'y arrive pas. On a beau me dire qu'elle est bien, bah, je ne peux pas. Alors que, et notamment parce que je vois, enfin, Steve Carell n'arrive pas au-dessous de pied de Ricky Gervais. Enfin, il y a un moment, et que surtout la mise en scène de The Office, version anglaise, est un génie absolu, je trouve, sur ce travail de faux docu, alors que la version américaine, c'est n'importe quoi. Enfin, je crois qu'il y a il y a du multicam. Dès qu'il y a des zooms ou des regards caméra, ça pue le top caméra. Enfin, c'est mort en fait. Je trouve la version américaine. Je sais que je vais me faire des ennemis, je m'en fiche. Et j'ai vu que 2 saisons, je crois, parce que j'en pouvais plus. Mais non, c'est fabriqué. Alors que The Office anglais est ouais, je trouve qu'il y a du génie de mise en scène de partout, quoi. De mise en scène au sens de comment les gens interagissent. Et comment des acteurs doivent jouer, et puis de placement de caméra, de choix de faire un faux docu. J'en ai fait un, c'est vraiment pas évident, et je trouve que là ils amènent ça à un niveau de génie absolu. Et je trouve ce personnage absolument dingue. Je trouve Ricky Gervais dingue. Et c'est un film, je sais, genre moi ma copine, elle a, elle a, elle adore cette série, mais elle, ça gratte quand même, hein. Il y a un moment, elle a tellement honte, tellement gênée, tellement c'est dur. Et puis même il y a un moment, la série devient très noire, hein, enfin sur la misère absolue de ce personnage et de ce lieu et par extension de cette société. Mais moi je m'y sens, quand j'y refuse, c'est que vraiment je peux voir ça. Pareil, tous les ans, sans problème. Je peux regarder les 2 saisons plus les épisodes finaux. Ça me Ah ouais, bah c'est pas forcément très gay, mais qu'est-ce que je me marre, qu'est-ce que je trouve ça intelligent, qu'est-ce que ça me... Et puis je trouve ça bien, quelque chose qui te gratte, quoi, qui te fasse une émotion physique. Et la gêne, la honte, c'est quelque chose de fort et qu'on ressent tous et toutes assez souvent dans notre vie, hein. Et de faire toute une série là-dessus, Et je me rappelle d'un texte que j'avais lu à l'époque où quelqu'un disait, en fait, Ricky Gervais est un peu un nouveau Jésus qui s'est sacrifié pour nous tous, pour notre honte à tous. Il a accepté de prendre toute la honte, toute la gêne du monde et de la mettre dans cette série. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui poursuit ensuite dans Extras, qui est moins bien, mais qui a des moments très très forts. Et après, il s'est complètement perdu, à mon avis. Enfin, là, moi, je trouve qu'il fait n'importe quoi maintenant. Mais alors, je parle de Ricky Gervais, mais il y a aussi Steven Merchant. Donc, c'est une co-réalisation. Et je pense que les deux, quand on voit les making-of, comment ils écrivent aussi, qu'est-ce que ça devait être génial d'écrire cette série. Et je trouve, oui, même sur tous les seconds rôles sont fabuleux. Les plans de coupe, il y a un truc con, faire un plan de coupe, souvent ça sert à rien. Bah là, les plans de coupe sont géniaux. Faire un plan de coupe sur une photocopieuse qui photocopie une page, ou sur des gens qui regardent la caméra parce que ils boivent leur café devant leur ordi. Et le générique de The Office, c'est le meilleur générique de tous les temps. C'est les plans les plus laids de l'humanité, avec la musique la plus, je sais pas, un peu pourrie aussi. C'est tellement cheap volontairement. C'est cheap volontairement. Et voilà, c'est ça, c'est drôle et gris et violent, et en même temps tout se mélange. Donc voilà, refuge, parce que moi ça me fait beaucoup de bien de voir ça en fait. Et à l'opposé, enfin je pense, tu nous as aussi cité The Master de Paul Thomas Anderson. Bah après voilà, j'ai pris le refuge au sens de quelque chose que je peux revoir régulièrement, et refuge au sens de je m'y sens bien, quoi. Et The Master, j'ai hésité avec The Master pour le mettre dans le genre de film que j'aimerais peut-être faire. Ou c'est quand même un film, quand il est arrivé, il venait de faire There Will Be Blood, qui est pour moi immense aussi.
Mais The Master, ça a été, je pense, pour beaucoup une vraie claque pour des questions narratives, quoi, et d'ellipses, et mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on croyait que c'était un film sur la scientologie, un ancien soldat, et je comprends rien. Au bout d'une demi-heure du film, je suis à la De quoi ça parle? de quoi ça parle? Quand est-ce que ça commence? C'est qui ce mec? On est où? Je me rappelle de toute la phase où il cueille des choux là avec des communautés. Alors je sais pas, il y a il y a des asiatiques. Je ne comprends rien et je suis là genre ah ouais d'accord la PTA il a prouvé avec There Will Be Blood. J'imagine un peu comme Guy Roddy avec L'inconnu du lac. Que vous voulez de la forme classique, bah, je peux l'amener à un paroxysme de génie facile, les doigts dans le nez. Bon, il y a énormément de travail, bien évidemment. Mais et du coup, je pense après, il se dit bon, allez, il faut que je casse tout ça. Et moi, vraiment, la première fois que je sors de ce film, je me dis le mec, comment on peut écrire ça? Je n'arrive pas. C'est rare les films où on sort en se disant comment on peut écrire des histoires comme ça? Et ça m'arrive vraiment rarement, quoi. Des fois, ça arrive, mais je trouve le film raté. Mais quand c'est réussi, c'est tous les 2-3 ans. Moi, je trouve qu'il y a des films comme ça où même scénaristiquement, je comprends pas comment c'est possible. Ça m'est arrivé avec L'Institutrice de Nadav Lapid aussi. Ça m'a fait ça. J'étais genre, comment on peut penser à une histoire comme ça et l'écrire comme ça? Enfin, des choses très fraîches comme ça fait du bien. Et vraiment, j'avais l'impression qu'il coupait des pans entiers de son scénario pour créer des creux et voilà. Et du coup, The Master, je trouve super de faire une fresque à 35 millions de dollars avec des figurants de partout et de faire un drame intime complètement bancal, quoi. Enfin, la C'est structure très du film. imprévisible en fait. Et c'est On sait imprévisible, jamais mais comme le personnage. où est-ce que le film va aller. Et je pense qu'il s'est dit, et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, et ce que j'essaye moi aussi de faire, c'est des fois d'adapter le film au personnage. Je veux dire que le film doit être à la hauteur du personnage. Si ton personnage principal est imprévisible, à moitié fou et libre, et il refuse toujours de rentrer dans un carcan, bah, tu vas faire un film un peu comme ça, quoi. Et je trouve, du coup, la fin de ce film magnifique, quoi. Alors, le dernier entretien entre les deux personnages, ça, je l'ai pillé. Dans Bruno Redal, j'ai pillé des plans, vraiment. Et après, je trouve que le fait que ça se finisse sur cette femme qu'ils rencontrent au bar, ils font l'amour, mais d'une façon... Enfin, c'est beau, juste... son sexe est plus dans le sien, il rigole, elle est super belle, il est beau. Et je sais pas, et en même temps, je comprends rien. Je comprends pas pourquoi il finit par ce plan où il s'allonge sur la femme dans le sable. Pourquoi ça finit par ce plan? C'est un film que et aussi il refuse parce que je peux le revoir juste pour des plaisirs de spectateur. Il me rend euphorique ce film, vraiment. Mais c'est ça, il y a les deux comédiens déjà, quand même. Bah ouais. Et il y a la première scène un peu où Seymour Hoffman le fait revenir un peu dans le passé. Joaquin Phoenix, cette scène où ils se partagent la clope, ils boivent, lui il a des flashbacks de comment il est avec la Norvégienne, je crois. Enfin, je sais pas comment on peut penser ça. Tout comme à la fin de leur dernier entretien, Seymour Hoffman dit, je me rappelle quand est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois, c'était en 1870 à Paris, on était assiégés par les Prussiens et on envoyait des pigeons voyageurs à Londres, je crois. Enfin, je me dis mais comment déjà un Américain peut être au courant qu'il y avait le siège de Paris à cette époque et se dire que ces personnages vont évoquer ça à la fin de son film. Et ouais, enfin vraiment, c'est un film qui me laisse perplexe, mais qui m'impressionne sur sa liberté et après juste, il y a quand même pas un plan dans ce film, un raccord, une idée de musique qui est pas l'œuvre de quelqu'un de très très grand. Enfin, je trouve que c'est ce qui le rend vivant. Comment? C'est ce qui le rend très vivant aussi, le film. Et très vivant, c'est ça. Figé, En effet, c'est exactement ça, quoi. Et ça aussi, je suis un peu jaloux, moi, mais aussi parce que j'ai pas fait assez de films encore, peut-être, mais pour créer de la vie comme ça, il y a peu de gens qui, surtout dans un film d'époque, peuvent recréer une sensation de vie aussi prégnante, quoi. Il y a Piala, il y a lui, il y en a beaucoup, en fait, je pense. Mais lui, il est fort là-dessus aussi, quoi. Mais sur ces bons mots, merci beaucoup Vincent. Merci à vous deux.
Nous tenons à remercier comme toujours Élodie Imbeau pour son soutien et Gabriel Régnier pour sa musique. Et nous remercions tout particulièrement Karine Durance et Loris Dru-Lombroso qui ont permis à cet épisode d'exister. À la prochaine!